Bon, merci l'IESIL de nous donner l'occasion de faire part de notre expérience. Attends, parce que je sais pas encore. Oui, c'est pas encore. Ça va venir. Tu as le titre? Ouais. Donc on va parler en fait de la démarche qu'on adopte assez fréquemment pour économiser l'eau à la source, réduire la consommation d'eau. On est trois à avoir préparé cette présentation. Malheureusement, Loïc Trollez n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il est occupé, mais voilà, il est solidaire de la présentation qu'on va faire. Donc, Max et moi, on va se partager cette présentation. C'est là que ça descend. C'est là, ouais. Attends, avec ça peut-être. Avec ça. Ça descend. Non. Ça n'a pas l'air. Attends, là. Ouais. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont des trous et qui ont envie de rajouter de l'eau, mais le mieux, c'est quand même de boucher. On a mis cette progression en disant 1, organisation des consommations existantes, vérification et optimisation. Deuxièmement, réutilisation des eaux issues de la matière première. La réglementation nouvelle le confirme. C'était déjà possible auparavant, avec des interprétations plus ou moins claires des agents des autorités sanitaires, avec des contradictions d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Bon. Et puis, le troisième niveau, c'est recyclage des eaux usées traitées, qu'on peut recycler. Là-dessus, on a beaucoup de demandes. Les gens ont retenu que c'était envisageable. Nous, on a tendance à être assez prudents et à mettre ça en troisième position. Alors, voilà. Donc, dans la démarche, important de connaître et de suivre les consommations, savoir d'où on part pour pouvoir se fixer des objectifs. Donc, pour ça, il est important de savoir où on consomme et combien on consomme à chaque poste, ce qu'on appelle la cartographie des usages de l'eau. La mise en place de compteurs ou l'utilisation de compteurs. Bien souvent, dans les usines, il y a des compteurs, mais ils ne sont pas forcément relevés ou comparés ou traités. Et puis, il en manque un certain nombre qu'il est utile de prévoir d'installer pour compléter la connaissance de départ. Après, il faut qu'il y ait un suivi de ces comptages, qu'on voit les variations, qu'on voit les écarts, qu'on voit les anomalies, que les gens s'étonnent des anomalies et déclenchent des actions pour comprendre et corriger le cas échéant. Le terrain est essentiel, bien sûr. On ne peut pas faire que du documentaire, il faut aussi aller voir sur le terrain comment c'est organisé, comment ça se passe, qu'en pensent les opérateurs. Voilà. Puis on essaye de mettre en place des ratios, des indicateurs sur la consommation par atelier, sur la consommation sur un équipement, sur les lavages. Et puis il est important de pouvoir recomposer au moins 80% de la consommation d'eau avec les différents compteurs. Et la mise en place de ratios pertinents, ramenés à la tonne de matière première ou à la tonne de produits finis. Ça, c'est au choix. Et ce qui est important, c'est de comparer dans le temps les mêmes ratios avec les mêmes bases pour les construire. Donc, on peut prendre le relais. Vas-y. Donc, on va passer en revue d'abord l'optimisation des consommations d'eau et on parlera plus succinctement des deuxième et troisième étapes. On les abordera quand même. Donc, on parlait à l'instant donc de la cartographie, des compteurs, des suivis, des relevés qui sont à mettre en place et de définir des ratios qui soient pertinents. Là, on a un exemple sur des consommations d'eau sur des stations NEP. Divisez votre consommation d'eau dans le temps par le nombre de lavages sur la même période et vous obtiendrez déjà un ratio qui peut être pertinent. Là, on a des exemples sur des études qu'on a pu faire avec des ratios qui sont très variables. Alors évidemment, ça dépend des équipements qu'on lave. Évidemment, on ne lave pas un évapo avec le même débit d'eau et la même quantité d'eau qu'on va laver un tank, par exemple.
Toujours est-il que nous, dans nos études, on arrive par ces ratios-là à identifier des performances, des bonnes performances, des moins bonnes performances. Si vous êtes au-dessus de 3,5 mètres cubes par lavage, a priori, c'est que vous l'avez avec beaucoup d'eau en comparaison aux autres sites. Maintenant, les comparaisons entre sites, je viens de le dire, elles ne sont pas toujours pertinentes. Mais en tout cas, si vous êtes à plus de 5,5-6, il y a du boulot sur vos NEP. Je rappelle que les NEP, on l'a vu tout à l'heure, nous on est plutôt entre 40 et 60% des consommations d'eau viennent des lavages, donc essentiellement des stations NEP. Donc c'est la première chose à faire, c'est de bosser sur les NEP pour consommer moins d'eau. Donc maintenant sur les stations NEP, comment on optimise les consommations d'eau? Premier sujet hyper important, la fréquence des lavages longs, des lavages courts. Donc lavage long, on va faire pré-lavage, circuit fermé de soude, rinçage intermédiaire, circuit fermé d'acide, et ensuite un rinçage final. Et dans le court, on zappe la partie acide, et donc on a que le lavage de circuit fermé à la soude et le rinçage final. Si on lave, enfin, la différence de consommation d'eau entre un lavage court et un lavage long, elle est d'environ 30%. Donc, déterminer si la fréquence qui est dans vos ateliers, elle est bonne, c'est essentiel, puisqu'on a déjà 30% de la consommation qui représente 40 à 60% du site. On a certains sites qu'on suit, ils ont une politique qui est de faire des lavages longs tout le temps, par sécurité. Maintenant, les lavages acides, ils sont surtout à réserver aux circuits chauds où on a plus de chances d'avoir des dépôts qui vont être minéralisés par l'acide. Deuxième axe d'amélioration, c'est d'optimiser les recettes de lavage, donc les tempos ou les volumes passés pour les étapes de pré-lavage, de rinçage intermédiaire, de rinçage final. Elles sont généralement paramétrées plutôt en excès par les fournisseurs de stations NEP, et c'est normal. Maintenant, c'est des choses qu'il faut remettre en question régulièrement. On change la distance d'un équipement par rapport à la station NEP, on n'a plus besoin de la même durée ou du même volume d'eau pour faire le lavage. Comment on optimise ces phases? Sur les pré-lavages, il faut suivre la DCO, la turbidité, la conductivité, le pH. On verra tout à l'heure, on a une courbe. Si on a le temps, on s'arrêtera un petit peu sur la courbe. Au passage, on n'a pas besoin de la DBO5, on peut l'abandonner partout. Hein. Je referme la parenthèse. Je répondrai à vos questions là-dessus. Et pour les rinçages suivants, l'objectif, c'est de rincer une solution lessivielle. Donc, on va s'intéresser essentiellement à la conductivité, au pH. Parfois, quand on est dans des implications lait infantile, on va suivre aussi les nitrates sur l'eau. Alors, quand je parle de ces analyses-là, on parle vraiment de la mise à l'égout à l'issue du lavage. Et enfin, un dernier axe, on vous conseille de faire plutôt des recettes basées sur des volumes de pré-lavage, volume de rinçage intermédiaire, volume de rinçage final, plutôt que sur des durées, pour être sûr d'avoir toujours le même volume. Et d'automatiser évidemment tous ces recyclages qu'on peut avoir sur les stations NEP. Donc voilà un tableau des suivis qu'on peut faire lors de nos études, que vous pouvez faire également vous-même. C'est de suivre la mise à l'égout. Donc là, ici, on est sur un pré-lavage. On suit la mise à l'égout sur un lavage court, donc un lavage soude, au niveau d'un pastolet. Et donc, on va différencier plusieurs phases. A, B1, C, B2, bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ce qu'on voit, et on le voit au niveau des piluliers qu'on a pu prélever au niveau de la mise à l'égout, c'est qu'on a de la matière sur la phase A. On le sait parce qu'on peut faire des analyses de DCO, qui est notre marqueur de la pollution organique. Et donc, on sait que sur cette phase-là, c'est un gros flux de pollution pour la station d'épuration ou éventuellement une perte de matière. Donc, on peut le voir un peu comme les deux. Et les deux la plupart du temps. Donc, cette matière, on peut la récupérer. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que quand on fait nos études d'économie d'eau, on analyse quasiment systématiquement aussi les économies qu'on peut avoir en flux polluant qui va à la station. Et donc, en perte de matière, on en profite puisqu'on est en train de regarder les prélavages. Et au milieu de la courbe, on voit que le pH, donc en bleu, se stabilise et qu'on n'a plus de matière organique au rejet. Et ensuite, on va arriver à la solution de soude. Et ensuite, le circuit fermé va se lancer. Et donc, en fait, dans toute cette phase C, on se dit, pourquoi rincer plus longtemps puisqu'il y a déjà plus de matière dans le tank. Donc, on peut réduire la consommation d'eau de toute la phase C. Et ce faisant, on réduit aussi le temps de lavage et on peut augmenter le temps de production. Il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des demandes d'industriels qui voulaient plus de temps de production. Et le raccourcissement de ces phases intermédiaires où il ne se passe rien, on ne fait que de gaspiller de l'eau et d'augmenter le volume des eaux usées, aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt.
Pour poursuivre, après, on a le rinçage final. C'est la même logique, sauf que cette fois, on va utiliser conductivité et pH. À partir du moment où la conductivité et le pH à l'égout sont stables, ça ne sert plus à rien de rincer à l'eau froide. Votre équipement ne sera pas plus propre. Donc, autant raccourcir tout en prenant une sécurité, parce qu'il y a évidemment de la variabilité en fonction des lavages. Mais ça, dans toutes les études qu'on fait, on nous dit les lavages sont bien optimisés. Je vous le dis à chaque fois, ils ne sont pas du tout optimisés. Donc, regardez vos lavages NEP. On peut mieux faire. Un autre point de consommation important, c'est les tours aéro-réfrigérantes. On ne va pas rentrer dans le détail de cette slide, elle est très technique, ce n'est pas le sujet. En tout cas, il existe des possibilités de réguler les appoints d'eau, c'est ça la consommation d'eau sur votre tour aéro. Vous avez 2 consommations d'eau, une pour l'évaporation de l'eau et l'autre, celle qui part à la purge. Et donc, on peut optimiser ce débit de purge en suivant la conductivité et en définissant un taux de concentration K. Je ne rentre pas plus dans le détail, je suis à votre disposition pour en parler après, si vous le souhaitez. Pour répondre à des questions. D'autres postes aussi classiques où on retrouve des économies potentiellement importantes. Alors là, il y a moins de consommation sur ces postes-là. Sur les pompes à vide à anneaux liquides, l'eau peut être bouclée. Souvent, c'est fait en circuit perdu, mais on peut le boucler et le sécuriser. De la même façon, sur les garnitures de pompe, on peut collecter les eaux des garnitures de pompe et les réutiliser tout en limitant la consommation d'eau sur cette boucle de garniture de pompe pour rechercher un optimum entre la température de l'eau et le rendement énergétique. On peut aussi remplacer les pompes par des garnitures sèches. Et puis évidemment en chaufferie, on produit de la vapeur, donc 1 mètre cube d'eau qui rentre dans la chaufferie, c'est 1 mètre cube une tonne de vapeur. On va l'emmener sur des équipements. En utilisant les calories, on va avoir une condensation et ces condensats-là, si on les ramène en chaufferie, on a d'abord évidemment un gain énergétique important parce que c'est plus facile de réchauffer une eau qui est déjà à 70-80 degrés et de la passer en vapeur plutôt qu'une eau à 15 degrés. Et également, on va limiter les appoints pour compléter la boucle vapeur-condensat par compenser les pertes qu'on aura eues des retours qu'on n'a pas ramenés en chaufferie. Donc voilà pour les principaux axes d'optimisation des consommations d'eau existantes. Donc deuxième axe, c'était dans notre triangle, c'était le deuxième point, le recyclage des eaux issues des matières premières. Donc bon, l'origine, on en a parlé tout à l'heure, c'est essentiellement des condensats d'évapo et puis des eaux issues de la filtration membranaire du lait. La première chose à faire pour mettre en œuvre ce recyclage-là, c'est d'identifier les gisements et de les caractériser, et en volume et en qualité, essentiellement des CO azote bactériaux. Et 2, c'est identifier où est-ce que je veux utiliser cette eau. Si je veux aller sur une chaufferie, une tour aéro, en station NEP par exemple, on ne va pas avoir besoin des mêmes qualités d'eau. Donc c'est pour définir, il va falloir mettre en relation les qualités d'eau et les volumes par rapport à ces objectifs que l'on a en fonction de l'usage qu'on aura choisi. On préconise toujours de choisir des usages les plus faciles puisqu'ils demanderont un traitement moindre. Et donc, une fois qu'on a identifié ces 2 premières étapes, on peut définir le traitement adapté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on parle de stockage, de traitement complémentaire, etc. Les qualités d'eau en fonction du poste, donc de l'usage qu'on souhaite en faire. Pour des chaudières, on va privilégier des eaux chaudes avec une minéralité assez faible. Pas ou peu de matière organique. Sur les tours aéro, il faut absolument une conductivité inférieure à 1500 microsiemens. Pompe à vide, garniture, donc il faut plutôt des eaux froides parce que là l'objectif c'est de refroidir les boucles. Et sur les NEP, on va préconiser de ne pas avoir de matière organique pour éviter les dépôts, les contaminations éventuelles. Là on est sur les NEP pré-lavage, rinçage intermédiaire, on n'est pas au contact direct ou indirect du produit. Pour ces eaux-là, c'est une qualité eau potable qui est demandée quand on est en rinçage final de NEP. Et donc là, il va falloir assurément avoir un traitement complémentaire. Et on vous préconise d'avoir une double sécurité bactériaux sur ces eaux-là. Enfin, troisième sujet dont on entend beaucoup parler, où on aimerait souligner quelques points de vigilance, c'est le recyclage des eaux usées traitées, donc sortie station d'épuration. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
Les eaux de la sortie de station, comme l'a dit M. Barucan, elles sont de moins bonne qualité que les eaux issues de la matière laitière. Donc, les solutions de traitement, elles vont être beaucoup plus importantes et donc elles vont coûter et plus cher en CAPEX et en OPEX. Donc, on préconise d'abord d'optimiser, puis de recycler les eaux issues du lait et enfin, s'il y a encore des contraintes et des besoins d'aller chercher encore des économies d'eau, là, d'aller développer de la RIUT. Là, le point suivant est très important. De la même façon, si vous utilisez de l'eau sortie station d'épuration et que vous la retirez dans l'usine, vous allez de facto concentrer la qualité de l'effluent au rejet. Et donc, potentiellement, vous allez avoir des dépassements de vos valeurs limites. Donc, si vous êtes déjà un petit peu limite en termes de traitement, mettre en place une solution de RIUT, on va réduire les volumes, mais on va concentrer les mêmes flux d'éléments dans moins d'eau, et donc on va augmenter les concentrations. Donc ça, c'est quand même un point de vigilance dont on n'entend pas beaucoup parler, mais voilà, je pense qu'il y a quelques projets qui ne peuvent pas se faire à cause de ça. Pour rentrer un peu plus dans nous, ce qu'on fait, donc ça, c'était un peu ce qu'on peut dire, nous, des économies d'eau. C'est parce qu'on a plus de 400 études à notre actif, 408 exactement depuis la création de l'entreprise en 84. En moyenne, on arrive à économiser 15 à 30% des volumes, donc des consommations d'eau et de la charge entrée-station d'épuration. On va vous montrer deux exemples. Qui se mesure en DCO, quoi. La DCO est le paramètre essentiel suffisant pour le traitement. Donc voilà, l'économie de matière, c'est une économie de DCO qui se mesure de façon fiable. Donc deux exemples d'études, fromagerie Mulin, on a fait quelques préconisations. Bon, ça revient sur ce que je viens de vous exposer. Les économies vont représenter 25% du volume entrée-station. Alors, je n'ai pas la stat sur la consommation d'eau du site, mais bon, sûrement 20-25% sur la consommation d'eau, et 25% sur la DCO entrée-station. Donc ça soulage aussi l'outil épuratoire. Et deuxième exemple, Eurial à Belleville-sur-Vie, Bellevigny depuis 2016. On a fait deux préconisations sur l'étude de 2020. Donc c'est la réduction du nombre de rinçages intermédiaires et de travail sur les phases pré-lavage, rinçage intermédiaire, rinçage final, comme j'ai pu le montrer sur les courbes. Et également optimiser ça c'est plus pour la matière, optimisation des pousses vers les tanks d'eau blanche et une meilleure gestion des fonds de tank. Donc vous avez mis un petit graphique à droite. Là, c'est vraiment les données en bleu, c'est vraiment la consommation d'eau du site qui a baissé de 23% et la DCO entrée-station qui a baissé de 24%. Bon, entre-temps, c'est remonté et on est revenu faire une autre étude. Pour ces études et pour tous les travaux que vous engagez qui concernent des économies d'eau, les agences de l'eau peuvent participer financièrement. Alors là, on vous présente les taux de 2000 jusqu'à 2024. Les dernières commissions se tiennent là, c'était novembre pour Seine-Normandie. Sinon, c'est terminé. Il va y avoir déposé des aides plutôt en janvier-février pour le 12e programme et on ne connaît pas encore exactement les pourcentages d'aide. Les budgets sont quasiment tous en augmentation sur les agences de l'eau, donc on peut imaginer que ce sera au moins reconduit vu l'importance du sujet. Oui, ce qu'il faut rajouter en plus, remets la diapositive précédente, ce qu'il faut rajouter en plus, c'est qu'un certain nombre de cas, les aides sur l'épuration sont restreintes, réduites par rapport à ce qu'elles étaient il y a encore quelques années. Et quand on affiche qu'on va faire du recyclage, de la réutilisation de l'eau, pas forcément des eaux traitées, mais qu'on fait de l'économie d'eau, eh bien les aides sur les ouvrages d'épuration sont renforcées. Ce qui fait qu'on n'osait pas, puis on a obtenu des aides intéressantes, notamment sur l'usine de notre ami Emmanuel Vasnex dans le Loiret, à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Le fait d'avoir un programme de réutilisation de l'eau, on a eu des subventions qu'on n'osait pas espérer par Loire-Bretagne. Donc je vous le dis, ça peut être un biais favorable pour vos demandes d'aide. Voilà. Alors, donc, on vous a montré qu'il y a toujours moyen d'aller chercher des économies. Même des gens qui disent que tout est top, que tout est au point, il y a encore à gratter, toujours. Il faut y revenir. Je voulais dire que le marketing de désinformation collective à prétexte environnemental aboutit à nous désinformer et que
En climat tempéré, on ne manquera pas d'eau, on aura des excès d'eau, mais globalement, on ne va pas manquer d'eau. 900 mm, qui est un peu la pluviométrie moyenne en France métropolitaine, c'est 9000 m3 hectares. Quand vous jetez un coup d'œil autour de vous, le paysage, c'est vite 100 hectares. Donc avant d'épuiser toutes les ressources en eau, sauf cas particulier, ça ne va pas être une généralité. On rencontre beaucoup de gens, y compris de l'administration, parce qu'ils ont des orientations imposées par les ministères, qui nous disent on va vers la sécheresse, on va vers des pénuries d'eau colossales. Alors c'est ce qui les amène à inciter les industriels à faire des économies, et finalement ils sont capables d'en faire, mais en réalité on ne va pas manquer d'eau. Je vous invite à lire un ouvrage excellent qui a été écrit par Jean de Kervasdoué et Henri Voron. Il s'appelle Pour en finir avec l'histoire d'eau, où ils reprennent les bilans qu'on n'enseigne plus dans les écoles dites supérieures. Donc on aura des excès d'eau, on aura des inondations, forcément, parce qu'il y a des moments où les sols sont saturés et les pluviométries supplémentaires se déversent rapidement dans les eaux de surface et puis s'infiltrent plus ou moins vite. Mais vraiment des déficits d'eau profonds au point qu'on va être obligé d'aller chercher n'importe quelle goutte d'eau dans l'usine pour l'interdire. J'ai envie de dire souvent que l'eau, elle est achetée par l'industriel. Donc, c'est qu'il y a un fournisseur qui la lui fournit et qui est capable de lui fournir. On ne va pas réglementer indéfiniment la restriction de l'usage de l'eau. On voit souvent en industrie laitière des gens qui se précipitent à mettre en place des technologies nouvelles et coûteuses dont tout le monde parle, mais on oublie d'aller chercher d'abord les gisements existants et l'optimisation, comme on vous l'a expliqué en première partie, de l'utilisation de l'eau. Donc, j'ai eu des cas encore récents où on venait nous dire on a investi 2 millions pour traiter l'eau, le fournisseur nous demande d'investir encore autant. Puis finalement, quand on a rencontré l'industriel, on s'est rendu compte qu'il pouvait économiser le volume qu'il souhaitait économiser en n'utilisant pas l'eau qui passait sur des systèmes membranaires coûteux et peu efficaces. Donc ça fait réfléchir quand même. Donc ce qui nous paraît essentiel, c'est de revenir sur les process, sur les procédures, ne pas prendre tout cuit les réglages des entreprises qui vous installent des systèmes, mais revenir sur les process. C'est le métier du laitier d'optimiser toujours ses process et ses procédures et de les vérifier. Il existe des ratios théoriques, des ordres de grandeur. Bon, ces trucs-là, il faut les oublier. Et puis, il faut aussi arriver à lutter contre des blocages internes où tout est bien rodé et puis on ne veut pas changer ce qui est censé fonctionner. Mais ça, c'est l'interdiction à l'optimisation. Or, de l'optimisation, il y en a encore et toujours. Et je pense qu'on aura des exemples d'industries qui, par rapport à ce qu'ils faisaient déjà bien, vont faire beaucoup mieux dans les années qui viennent. Voilà. Et on est à votre disposition pour essayer de répondre à quelques questions. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? À la fois pour l'exposé de Pierre Barucan et puis sur le nôtre. Je vous écoute. Oui. Oui, c'est à la fois sur la première partie. On parle de cette réutilisation en France comme étant quelque chose de presque nouveau et donc difficile à accoucher, puisqu'il faut 7 ans entre 2017 et aujourd'hui. Et quand on se compare aux Européens, on aime bien se comparer à nous-mêmes, mais il faut qu'on se compare aux autres. Les Espagnols, on nous en parle très régulièrement, ils sont idiots, très en avance. En tout cas, ils sont beaucoup plus hauts que. Comment se fait-il que n'arrive pas à reproduire? Pourquoi ce n'est pas automatiquement applicable? Parce que c'est quelque chose, une législation européenne. Alors, pour apporter des réponses sur ce point, non, ils ne sont pas idiots, on n'est pas idiots, c'est juste une question de. Il y a un cadre européen qui est assez sujet aux interprétations, et ensuite, c'est à chaque État membre de s'approprier le sujet. Que ce soit en Belgique, où ils sont aussi pas mal en avance sur la réutilisation au contact, ou dans d'autres pays, on a en fait des pouvoirs publics qui sont plus ou moins pragmatiques, plus ou moins enclins à aider leur secteur industriel, et d'autres qui sont beaucoup plus sur les aspects de précaution et grande vigilance. Donc, c'est le cas en France. Et ça peut expliquer
les différences qu'on peut observer entre pays. Oui. Excuse, on a le même genre de disparité concernant l'utilisation de l'eau de mer dans l'industrie du poisson. Nous, on est bloqué, il faut faire semblant, il ne faut pas le dire, mais avec la bénédiction de certains services vétérinaires, et au niveau du ministère, c'est bloqué, quoi. Alors que dans d'autres pays étrangers, il n'y a pas de problème. Quand on est sur un bateau, qu'on vide les poissons et qu'on les lave, il n'y a aucun problème, on jette à la mer. Mais sur le port côtier, là, ça devient difficile d'utiliser l'eau de mer. Voilà, donc il y a des vraies disparités, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pas de questions. Merci à tous. Je vous remercie.